librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, nous rencontrons Mario Dufresne qui va nous parler de bande dessinée, entre autres. Si on a le temps, on va parler d'autres choses. On l'a déjà rencontré. Bonjour Mario. Hey, bonjour. Tu veux nous parler de cette série là, pour commencer? Oui, on va quasiment faire 3 époques. OK. On a Léo Loden, donc on parle ici des années 90. Ces deux-là, je présume, oui, là? Oui, les 2 premiers. Ensuite, on a On va le mettre Gilles ici. Jourdan. Oups! Gilles Jourdan, là, Je sais pas. on se ramasse non, dans... Oui. Oh, ben, on va le remettre là. OK. Gilles Jourdan, on se ramasse dans les années 60. OK. Et ces deux-là, pourquoi? Parce qu'ils ont un lien qu'on va voir tantôt. Puis c'est ça, c'est comme tu disais, si on a le temps, un petit mot sur Bec BD. Bon, ça c'est mon fameux jeu de mots. J'ai dit, tant qu'on fait de la BD, on va parler de Bec BD. Mais s'il n'y a pas juste Mais c'est pas de la bande dessinée. Non, il n'y a pas juste le mauvais jeu de mots. Bec BD a été aussi dans le monde de la bande dessinée. OK. Mais en premier, Léo Loden. Ça, Léo Loden, écoutez, c'est... Je l'ai découvert il y a à peu près 2 semaines. Oh mon Dieu, c'est Ah, récent. oui, je ne connaissais pas pantoute. Il y a 20 quelques albums dans la série. Je les ai lus, les 20 quelques. Tu ne décroches pas. Ah. C'est Carrère Alston. Ces deux-là, c'est quel numéro? Celui-là, écoute, le numéro, ça c'est le 4. Lui, c'est le 5. Celui-là, ça doit être, ouais, c'est ça, ça doit être le 5. J'ai amené ces deux-là parce qu'ils ont... Quand on le regarde, on a l'impression d'avoir... Moi, je ne connais pas cet auteur-là, là, mais on a l'impression d'avoir déjà vu ces dessins-là. Oui, on a l'impression, bien, c'est sûr que tout le monde qui ont déjà vu Spirou à quelque part peuvent pas faire autrement que relier avec certains personnages qu'on retrouvait dans les albums Spirou ou dans le magazine Spirou. Léo Loden, c'est des histoires policières. Lui, c'est un policier, un policier de Marseille, qui a été pris au piège dans une machination pour y faire porter un meurtre qu'évidemment, il n'a pas commis. Ben oui. Et là, il est renvoyé de la police. On y prend son arme et tout ça. Et il doit, tout seul, se débrouiller pour prouver son innocence. C'est ça. Il y a une policière qui s'appelle Marlène Soral, qui a toujours travaillé avec lui, qui était son assistante. Mais Marlène Soral, c'est en même temps, dans leur vie privée, sa conjointe. Ben, du moins, sa blonde. Parce que c'est important de dire que c'est sa blonde parce qu'elle veut se marier, puis lui, il veut pas. Elle veut des enfants, puis lui, il veut pas. Ah bon? Mais, à part de ça, sur le reste, ils s'entendent bien. Fait que là, lui, il se ramasse comme ça, un peu désemparé, puis il poursuit son enquête pour finalement réussir à trouver qu'il y a un flic corrompu à l'intérieur même de la brigade à Marseille. Et il dit, tiens, je rentre plus là-dedans. À Marseille, la boîte où travaillent les policiers, ça s'appelle l'évêché. Ah! Parce que c'est là que le monde se confesse, puis ils ont différentes méthodes pour les faire confesser. OK. Fait que, il dit, c'est fini. Plus ou moins délicate, je présume? Plus ou moins délicate, exactement. Alors là, il décide qu'il lâche tout ça et il part sa propre agence. Ah bon? Comme il est un inspecteur célèbre, avec une grosse carrière, malgré son jeune âge, une grosse carrière derrière lui, et en plus, ça a fait la une de tous les journaux, son histoire. Puis là, qui quitte, qui est accusé justement, et qui est réhabilité, et qui décide de quitter, donc il part son agence. En même temps que ça, il y a son oncle, Tonton Loco. Tonton Loco, c'est un marin qui, est tanné de naviguer, supposément, en tout cas, qui est tanné de naviguer. Tonton Loco, c'est un bonhomme qui ne rêve que de jeunes femmes, dans trentaine, vingtaine, tout le temps. Une dans chaque part? Il doit avoir à peu près, oui, puis peut-être plus qu'une dans chaque part. Il doit avoir à peu près 65, 70 ans. Oh, mon Dieu. 65, 70 ans. Encore assez en forme. C'est un monsieur qui passe ses grandes journées à boire, à manger et à couronner les filles.
Fait que ça, c'est lui qui vient voir son neveu et il lui dit, tu as perdu ton agence, moi j'arrête de naviguer, j'embarque avec toi, puis on va faire équipe. Et finalement, ils font équipe. Et là, il y a toujours Marlène, qui, elle, est demeurée à l'évêché. OK. Puis là, elle est inspectrice, ce qui lui fait une porte d'entrée magnifique. Fait que dans ses enquêtes de privé, c'est sûr qu'il utilise sa blonde le soir pour avoir des renseignements privilégiés. Ouais. Et elle, sachant que c'est un grand flic, elle va déroger. Et là, les enquêtes se poursuivent. Je Oui. présume que chaque livre est une enquête. Est-ce que Chaque c'est livre ça? est une enquête. OK. Oui, donc on peut commencer par le numéro 20 si on veut. Le premier, c'est juste le fun de savoir pourquoi, mais là, je viens de le dire, fait que tout le monde le sait, donc ils peuvent commencer par numéro 2. n'importe quel numéro qu'ils veulent. Et dans les premiers albums, les enquêtes se passent à Marseille. OK. Puis là, tout le temps, il y a le petit carreau, c'est écrit à Marseille, et là, il situe le quartier, blablabla. Qu'est-ce qui se passe là? Ensuite, il va un petit peu plus loin, et là, bon, il se ramasse à Nice. Fait que là, Nice, c'est un peu comme Marseille, sauf que. Ensuite, il se ramasse en Bretagne, il est à un moment donné à Paris. Paris, c'est un peu comme Marseille, sauf que, tu sais, c'est toujours de même. OK. Et là, on nous introduit en même temps dans la ville, avec les particularités de chacune des villes, et la Bretagne demeure toujours aussi présente à cause de son oncle, le marin, qui est de lui, Bretagne, OK. a des ramifications avec les marins bretons. Puis en plus de ça, c'est là qu'il peut trouver le meilleur Calvados et le meilleur cidre pour lui. Ça aide Fait que, aussi. il s'en va là-dedans, tu sais. Puis Bretagne-Normandie, là, ça, c'est son coin de prédilection. Puis ces livres-là ont commencé à apparaître, tu dis, Dans les années 90, au début Puis des années est-ce que 90... les derniers, tu as dit que tu avais lu 24 albums, est-ce que les derniers sont très récents ou... Ça, c'est une bonne question. J'avoue que j'ai même pas regardé OK. l'année, mais de toute façon, il y en a encore en production. Là. Il en fait encore d'autres? C'est pas arrêté. Là. OK. Là, je pense que... Non, c'est pas l'année, je voulais savoir s'il y en avait encore. Parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore ici. OK. J'ai vu des titres, moi, que j'ai pas lus. Là. OK. Non, je voulais juste savoir s'ils continuaient d'en sortir Oui, de nouveau. il devrait, à mon avis, il devrait en sortir encore. Bon, de toute façon, si on prend le temps de lire les 20, peut-être que les autres vont être arrivés. Là. Mais non, en tout cas, moi, personnellement, je le conseille. Puis à un moment donné, il y avait, tu sais, tu disais, ça me fait penser un peu à des personnages qu'on connaît. Qu'on a déjà vus. J'ai eu la même impression. Puis par contre, je me disais, Caroline, que ça ressemble à Gilles Jourdain. Gilles Jourdain, c'est ça ici. Gilles Jourdain, c'est de Maurice Thieux. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure pour Thieux. Gilles Jourdain, c'est aussi une histoire de détective. Puis là, la seule chose qui m'agaçait dans Léo Lodène, c'est que j'ai dit, on dirait qu'ils ont copié un peu Jourdain. Les personnages. Et en fait, ils n'ont pas copié du tout. Dans l'album numéro 5, où on voit sur la couverture Léo Lodène avec une Renault Dauphine, la Dauphine jaune. Gilles Jourdain, c'était sa voiture. Et là, dans un concours de circonstances, ça fait en sorte que, bon, il perd son auto et l'auto qu'on lui cède, c'est une Dauphine. Et là, il est heureux, Lodène. Il dit, enfin, une Dauphine est jaune, comme mon héros, Gilles Jourdain. Et là, tu as toutes les références. Donc, tu vois que ces deux jeunes dessinateurs-là ont un amour fou pour Thieux. Thieux, c'est quand même né en 1921, mort dans les années 70. Là, ça fait que ça remonte à plusieurs années. Et c'est un respect qu'ils ont. Et dans le 5, qu'est-ce qui est le fun? C'est que toutes les scènes où ils sont dans des cafés, dans des bars, les personnages qu'on voit dedans, qui sont attablés, sont des personnages qui sont extraits de Gilles Jourdain. Fait que là, on retrouve Libellule, entre autres. Fait que c'est Est-ce vraiment... qu'elle porte le même nom aussi? Non, ils sont vraiment personnages accessoires. C'est juste au niveau on les voit. du dessin? Fait que si tu n'as jamais lu Gilles Jourdain, tu ne les verras jamais. Okay. Ils ont de l'aide des personnages, simplement, qui sont là pour en train de prendre un ballon de rouge ou un café. Ouais. Mais si tu connais
l'œuvre de Thieu. Oui. Là, tu dis, ah, Colin, c'est personnages à Thieu. Et c'est un bel hommage. Ça m'amène justement à parler de Maurice Thieu. Ah bon. Tiens, c'est celui-là. Maurice Thieu, c'est toute l'aventure du journal Spirou. OK. Oui, je pense que j'exagère pas en disant que... Est-ce que c'était un des fondateurs? Non. Non, il n'était pas chez Spirou, Spirou Dupuis, là, les éditions Dupuis pour Spirou. Sauf que il travaillait dans une autre maison d'édition. Il était déjà très, très connu. Et Spirou est devenu, bon, en fin de compte, le magazine phare en Belgique et en France par ricochet. Et là, Thieu s'est en allé travailler à Spirou. Fait que ça, c'est Spirou. C'est Franquin aussi. Franquin, un grand chum de Thieu. Franquin, ben, on le sait, c'est Gaston Lagaffe, entre autres. Et tout ce monde-là qui étaient ensemble pour travailler sur différents projets. Ils ont produit... Eux autres, ça n'a vraiment pas de sens, là, tu sais. Thieu, c'est lui qui signe Natacha. Je ne sais pas si ça dit quoi. Peut-être que certains téléspectateurs, ça leur dit quelque chose. Natacha, hôtesse de l'air. Ça aussi, c'est une série qui a à peu près... C'est de la bande dessinée, toujours? Oui, toujours dans la bande dessinée, qui a une vingtaine de volumes. Et en même temps, il faisait d'autres séries. Bon, il faisait Jules Jourdain, il faisait Natacha, il faisait... Plume, il faisait... En tout cas, il travaillait sur toujours plusieurs projets en même temps, projets à la fois, mais en gang. Fait que là, ils s'échangeaient ça. Fait que des fois, c'était un qui dessinait, l'autre qui faisait le scénario. Parce que comme Thieu, par exemple, Thieu est à la fois scénariste et dessinateur. Mais de temps en temps, il laissait comme Gosse, par exemple, qui en a fait plusieurs pour lui. Donc, il changeait de rôle. Il s'échangeait de rôle. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, parce que je vous disais tantôt, tu sais, il était dans une autre maison d'édition avant, c'est qu'il avait créé un personnage de détective. Il était déjà dans l'histoire de détective avec des autos, parce que Thieu, c'est un maniaque de chars. Ah, fait qu'il faut qu'il y en ait. Oui, il y en a, puis vraiment, avec tous les détails, là, tout le monde qui aime l'automobile, je conseille aussi de lire ça. Et sauf qu'il avait créé le personnage de Félix, qui était détective privé. Mais, bon, il quitte la maison d'édition, s'en va chez Spirou. Évidemment, ça lui appartient plus. Non. Donc, il ne peut pas transférer Félix chez Spirou. D'autres vont le prendre et vont continuer Félix. Oui. Cette période-là, là, on est dans les années, on doit être dans les années 50 à peu près. En tout cas, on va juste faire les dates, là, mais grosso modo, à peu près ça. Anyway, les ordinateurs n'existaient pas. Le copier-coller, c'est presque lui qui l'a inventé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, évidemment, ses dessins, il les a toujours avec lui. Oui. Ses scénarios, puis tout ça, il les a. Oui. Sauf que le personnage de Félix ne peut plus exister. Fait qu'il prend du papier calque, puis il reprend ses histoires. Il redessine avec d'autres, avec des gens de son équipe. Tout le monde se met là-dessus et décalque Félix, enlève sa tête et met la tête de Gilles Jourdain. Fait que là, c'est le même qui est né Gilles Jourdain, en ayant le corps de l'inspecteur Félix, finalement, puis les situations, puis tout ça. Et là, il n'y a pas de maison d'édition qui pouvait revenir contre lui. Et Dupuis Spirou venait d'hériter de Gilles Jourdain, qui a été vraiment, qui a fait un malheur un peu partout, en tout cas en Europe. Même ici, en Amérique, il y a des fans réels de Gilles Jourdain. Il a réussi quand même, dans le fond, à récupérer ce qu'il avait déjà fait en l'utilisant autrement. En fin de compte, d'une manière détournée, mais il s'est réapproprié son œuvre. Ouais. Tu sais, il n'a pas pris l'œuvre d'un autre. C'est sûr que si Félix n'était pas de lui, ça aurait été... Parce que ça s'est déjà fait, là. Ouais. Le papier calque, il n'a pas servi juste à reprendre sa propre œuvre. Là, il y a certaines histoires là-dessus. Mais, dans son cas, c'était ses propres histoires qu'il a pris, ses propres personnages qu'il avait créés. Donc, il a changé les noms, c'est tout. En reprenant les personnages, est-ce qu'il a repris les histoires identiques? Non, il les a mais modifiées? Il y avait déjà beaucoup d'histoires dans ses coffres. OK, en banque. C'est ça. Il y a juste les lieux, les choses qui étaient déjà amorcées, qu'il a refaites dessus, mais il a redonné des histoires à Gilles Jourdain. Sauf que
les histoires en soi étant l'œuvre de Thieu, normalement, elles auraient été destinées à Félix. Oui, oui. Tu sais, n'importe qui pouvait retrouver que c'était le même fil conducteur Oui, avec je les mêmes comprends. genres. Parce que, bon, Gilles Jourdain, là, je parlais de Gilles Jourdain, mais Gilles Jourdain non plus, tu sais, un peu comme Léo Lodène, Gilles Jourdain n'est pas seul dans son agence de détective. Lui, il est à Paris. Son adjoint, c'est Libellule. OK. Libellule, c'est le roi de l'évasion. Libellule, c'est le roi des perceurs de coffres. C'est un gars que Gilles Jourdain a ramassé en prison et emmené avec lui parce qu'il avait besoin de l'ouverture sur le milieu. Fait que le meilleur pour trouver les informations dans le milieu, c'était Libellule. Il s'était lié d'amitié avec, et Libellule travaille avec Gilles Jourdain, et c'est son principal adjoint. Collaborateur, OK. Puis c'est ça, fait que donc, dans tous les milieux de la PEG, de tout ça, lui, il n'a pas de misère à passer et va chercher les informations pour les enquêtes de Jourdain. Et il y a son adjointe indispensable qui est Queue de Cerise. Queue De cerise, Ah oui. bon? Queue de cerise qui ne peut pas supporter Libellule, parce que Libellule, il a un gros défaut, un petit peu comme le mien tantôt, avec des jeux de mots qui sont même pas acceptables, des affaires de jeux de mots qui sont pas drôles. Il y a une seule personne qui les trouve drôles, et c'est lui-même. Et en plus, quand il rit aux éclats, et il rit très mal, et il tape ses nerfs d'à peu près tout le monde. Fait que ça, c'est le Mais scénario. il est un des collaborateurs Mais, importants, ça par fait qu'il est contre, obligé d'être là. Il est indispensable. Mais la chicane se passe toujours entre Queue de Cerise et entre Libellule. Ah là. bon? Parce que Queue de Cerise ne comprend même pas qu'un être comme ça puisse exister sur la Terre. C'est pour elle impensable. Fait que ça, c'est là-dedans que se passent les histoires. Ce sont des histoires policières avec des fois une petite teinte de fantastique, Ah, mais qu'à la fin, ça s'explique. on voit que tout s'expliquait. OK. Parce qu'il y a des morts qui revivent. Il y a toutes sortes de choses de même, des atmosphères inquiétantes. Donc, les amateurs de fantastique, les amateurs de suspense un peu macabre vont se retrouver là-dedans. OK. Il y a de l'humour toujours parce que Libellule et Queue de Cerise, bien là, c'est la partie humoristique de l'histoire. Et il y a toute la façon dont Jourdain va décortiquer les crimes sur lesquels il enquête, et ça se tient. Ça pourrait être du roman policier. Écrit, C'est là. vraiment, oui, c'est vraiment très, très, très bien fait. Bon, Donc, on se là, retrouve si là-dedans. tu veux parler Oui. du livre de Bec BD. Bec BD, Bec BD, c'est parce que celui-là, c'est le dernier. Il vient de sortir. Il vient tout juste d'arriver avec 2 mois de retard au Québec. Il est en librairie. On l'a chez nous. Je l'ai pris justement chez l'Écuyer. Et Frédéric Bec BD, moi, j'adore. Il y en a qui ne l'aiment pas. Celui-là, ça clôt la trilogie d'Octave qui avait été commencée avec 99 francs. Et cette fois-ci, ça se passe dans le milieu de la télévision et de la radio. Et ça traite de la dictature de l'humour. Il n'y a pas qu'au Québec que l'humour doit prendre toute une place. Et Bec BD s'en prend à tout ça, à partir d'une histoire, toujours à partir d'histoires vraies, qui lui sont arrivées. Il a été renvoyé du poste où il travaillait parce qu'il n'avait pas fait sa job. bon, je pense que tu veux nous lire... Si on a le temps, oui, je vous vas-y. lirai juste, ça va se situer comme il faut. Il dit, aujourd'hui, la drôlerie est obligatoire. Les présentateurs plaisantent, les hommes politiques badinent, les chauffeurs de taxi galègent, même les pilotes d'avion et les conducteurs de train tentent des annonces comiques au micro. La grande rigolade est universelle. Le monde entier se gondole en même temps qu'il se réchauffe. Le sérieux est interdit. Tout doit être absolument désopilant. Les titres de journaux font des calembours. Chaque discours politique contient des petites phrases marrantes pour passer aux 20 heures. Les philosophes enregistrent des vannes pour buzzer sur YouTube. Les chanteurs chambrent leurs confrères pour attirer l'attention. Depuis Andy Warhol, tout leur contemporain n'est qu'une blague à prendre au second degré. Donc, dans ce livre-là, est-ce que ça traite de l'humour tout le long? Ça traite de l'humour tout le long. Ça traite aussi de... Et les personnages qui sont là sont tous authentiques. Donc, ils ne se gênent pas pour massacrer tout le monde alentour de lui. Il dit que c'est pas un règlement de compte. Parce que, de toute façon, le personnage qui est le plus massacré, c'est lui. Ah bon? Oui.
il se tape dessus en premier, mais il tape sur les autres après. J'ai pas fini de le lire, donc je ne sais pas ce qui arrive à la fin, mais je sais qu'il a perdu sa job de toute façon. Quand tu dis il tape sur les autres, est-ce qu'il les identifie clairement? Il les identifie, il va changer une lettre pour nommer les noms. Ah oui? Oh oui, puis de toute façon, c'est tous ses collègues, tout le monde suivait ses émissions, parce que c'est lui qui avait la capsule humoristique à une émission du matin. Alors, tout le monde sait de qui il parle, mais il les nomme clairement, là. Toujours. Il n'y a pas de crainte de poursuite? C'est BD. Non, parce qu'évidemment que personne ne va oser le poursuivre. Sinon, il va être obligé de dire que c'est vrai. Fait OK, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas poursuivre quand c'est vrai. C'est ça. Mais c'est Bec BD qui se met en scène. Tu sais, on parlait tantôt hors d'onde de Windows on the World, qui là est différent. C'est sûr que c'est pas la même chose. Les gens qui ont lu Windows, où ce que là, c'est complètement un autre personnage, où ce que c'est poignant. Là-dedans, c'est un livre qui dénonce la dictature du rire, mais c'est son plus drôle. C'est un livre qui dénonce, puis c'est son plus drôle. Oui. C'est vraiment, c'est l'humour du début à la fin. Puis je pense que je dévoilerai aucun. Non, il vaut vraiment, vraiment la peine d'être lu. Puis surtout si on a lu les deux autres qui précèdent. 99 francs qui l'avaient fait connaître. Puis l'autre qui est le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, c'est celui de Dans le monde de la mode, là. Puis là, vous me posez la question, puis j'oublie encore le titre. Bon, c'est pas grave, Dans le monde de la mode. Oui, c'est ça, parce qu'au début, c'est la pub, la mode, et là, c'est la télévision. Ah, OK. Donc l'enchaînement, c'est ça. Oui. Parce que je sais pas, cette affaire, vous vous souvenez pourquoi que son premier livre, ben c'est pas vraiment son premier, mais c'est le premier qui l'a fait connaître, s'appelait 99 francs. C'est son premier, ça? Non, c'est pas tout à fait son premier, mais c'est le premier qui l'a lancé vraiment, là. Oui. Parce que ses autres écritures, il était encore publicitaire en même temps. Mais quand il a lâché le monde de la pub, puis qu'il s'est en allé vers la littérature, c'était avec 99 francs. C'est que 99 francs, c'était le prix que coûtait le livre. Fait que le prix du livre... Je ne me rappelais pas, je l'ai lu, ça fait très longtemps. Et celui-là, une particularité, c'est qu'il n'y a pas de titre. Ah oui, c'est vrai, hein? Il y a un émoticône. Il y a un émoticône, c'est tout. Et là, ils ont été obligés d'y en donner un. Ils l'ont appelé L'homme qui pleure de rire. Pour le dessin. Parce que pour être capable de le retrouver dans les ordinateurs pour vérifier s'ils l'ont, parce que tu vas demander, tu arrives à la librairie puis tu dis, je voudrais avoir le livre de Bec BD, celui qui n'a pas de titre. C'est parce que... C'est classé par titre. Normalement, ça nous prendrait un titre, mais lui, non. C'est ça, c'est son dernier punch là, pour son originalité. Bon, bien, Mario, on te remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. On a hâte de te revoir. À la prochaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'une auteure canadienne, Suzanne Aubry. Le livre, c'est La Cueva. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, ça s'écrit C-U-E-V-A. Le roman se passe au début des années 1800. Au début, il y a un prologue où quelqu'un reçoit une lettre, dans laquelle lettre on dit « Si tu reçois cette lettre, c'est parce que je ne suis plus là ». Et là, on retourne en arrière et on raconte l'histoire à travers 3 personnages. Le premier personnage, François-Xavier Comtois, demeure à Montréal chez ses parents, mais décide de s'en aller chez son oncle qui demeure à Santa Fe, aux États-Unis. Il travaille avec lui dans son magasin un bout de temps et après, avec un autre ami qui s'appelle Victor Dumas, il décide de partir dans un convoi de Chuck Wagon pour s'en aller, c'est le Far West, pour s'en aller dans l'Ouest et tout le long du trajet, faire du commerce. En revenant de ce trajet-là, il décide de s'établir à Misela. C'est une ville au Nouveau-Mexique où sévit un shérif corrompu. Là, l'histoire est racontée par 3 personnages. Par François-Xavier Comtois, par Victor Dumas et par un ermite. Cet ermite-là demeure à Misela dans une grotte et il guérit. Il est un guérisseur et il y a même un prêtre qui est allé se faire guérir par celui-là, mais, contradiction, l'ermite est discrédité par l'Église catholique et il est retrouvé mort, assassiné.
Et il est, François Xavier, qui est toujours là, qui est dans ce coin-là, est averti par une de ses amies que sa vie est en danger. Et tout le long du récit des 3 personnages, on apprend la vie de chacun. Et la vie de l'ermite, on l'apprend graduellement au fur et à mesure que le récit se passe. C'est un petit peu court pour résumer. C'est un livre qui se lit bien, 384 pages, pas très gros. Je vous conseille de le lire. Je vous dis la même phrase à chaque fois. Un bon livre est un livre qu'on regrette d'avoir terminé.